Rana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Y aurait-il trop de prestataires de services safari à Tahiti? Toujours est-il que depuis le mois de juillet, 23 demandes sont en attente. Elles sont même gelées par la direction des transports terrestres sans motif apparent. Une décision qui suscite aujourd'hui l'incompréhension. Le Salon du Livre permet aux idées et aux connaissances imprimées sur papier d'être vues et laisse la place à l'oralité pour les échanges avec le public. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut lésiner sur aucun moyen pour transmettre l'histoire, nous dira une auteure du Fénois. La fabrication de pirogues était au temps ancien une œuvre collective impliquant la société entière. Elle permettait aussi d'entretenir et de renforcer les liens communautaires, une tradition qu'un groupe de passionnés veut remettre au goût du jour. Et enfin, défaite amère pour les joueurs de Samuel Garcia face au Racing Besançon. Le match s'est soldé par un score de 4-1 en faveur des Byzantins. C'est l'actualité principale de notre page sportive du week-end avec David Chang. Le club byzantin s'impose donc face aux pensionnaires de première division tahitienne 4-1. Invaincu depuis le début de saison dans son championnat, la S Vénus s'était pourtant préparée sérieusement pour ce rendez-vous face au Racing Besançon de Grégory Thill que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes. Nous reviendrons plus en détail sur cette rencontre dans notre rubrique sportive. Je vous le disais, la discorde règne au sein des prestataires touristiques safari. Ceux qui souhaitent s'installer voient leur demande de licence gelée par la direction des transports terrestres. C'est une injustice, c'est une véritable injustice. Un cri poussé par Veitea Étilage qui attend une réponse depuis des mois. Alors que l'on compte plus de 135 000 touristes au premier semestre 2019 qui dépensent plus selon l'ISPF, le marché serait-il restreint? Élément de réponse avec Souliane Favnek et Hubert Yao. Ils sont en colère et le font savoir. Veitea et Reimana montent un business de safari touristique. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour présenter leur dossier à la commission des transports touristiques en juillet dernier. Un mois plus tard, ils reçoivent un courrier du ministère. Leur dossier est gelé. Impossible donc pour l'heure d'obtenir une licence leur permettant de travailler. Leur 4x4 dort chez le concessionnaire depuis janvier. Le courrier qu'ils ont mis et qu'on a reçu le 16 août 2019, ils mettent juste le gel. Ils ont demandé le gel de ses attributions. Les représentants des professionnels des transports terrestres ont manifesté leur mécontentement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est eux qui font la pluie et le beau temps alors. Ça veut dire que le ministre ne fait pas son rôle. Consultés lors de la commission, les représentants en question dénonçaient alors des autorisations de licence données à tout va, mettant ainsi le métier en danger. Réginald Haring, transporteur touristique et membre du CESC, était interrogé le 25 juillet à ce sujet. Ça devient de plus en plus grave. Demain, quel est l'avenir du transporteur si toutes les pensions de famille, tous les restaurants demandaient à avoir une licence? 2 ans maintenant, on demande au gouvernement de revoir les textes qui protègent les transporteurs. La direction des transports terrestres est justement en train de plancher pour réformer la réglementation. Des concertations sont actuellement menées. C'est pourquoi les nouvelles demandes sont en attente. Ce que je sais, c'est qu'il y a des développements touristiques, il y a des nouvelles mobilités qui sont en cours, il y a une clientèle touristique qui est en train d'évoluer. On le voit avec les croisiéristes qui sont en augmentation, avec des questions autour des meublés de tourisme qui sont en développement aussi. Donc il s'agit de trouver aussi des transports touristiques qui soient adaptés à la clientèle. Pourquoi geler 23 dossiers s'il y a quand même une demande ? Là, par rapport à ça, je ne peux pas vous répondre plus. En 2018, l'ISPF enregistre une hausse des touristes, mais aussi des touristes qui dépensent plus. Sur le terrain, les transporteurs sont d'accord pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour l'instant, je trouve que c'est juste freiné, parce que c'est un développement local qui est nécessaire quand même. Il y a plein de monde ici. Si c'est amené, le tourisme est amené à... Non, je pense qu'il faudra encore. Donc il y a de la marge, il y a un peu de marge encore. Ouais. En attendant, Veitea et Reimana ont tenté de sensibiliser le gouvernement à leur situation. Pas de réponse pour l'instant.
Et nous nous intéressons à la littérature. Le Salon du Livre est-il la meilleure passerelle entre la culture de l'oralité et celle de l'écrit? Oui, me diriez-vous, si les acteurs se prêtent au jeu, car ici la langue orale a toujours été le moyen de transmission des légendes, des histoires, les nôtres surtout, qui, faute de retranscription, sont oubliées. Les explications de Thierry Stemfleur et Christian Dezeau. Joli paradoxe que celui d'organiser un festival du livre dans un pays où l'oralité est reine en termes de transmission. Ainsi, cette conférence, très suivie ce matin, sur les cartes du ciel et la navigation traditionnelle. Libor Prokop n'a pas écrit d'ouvrage lui-même, même s'il existe des bandes dessinées néo-zélandaises sur ce thème. Un public occidental a besoin plutôt d'une approche, on va dire, universitaire, scolaire, donc ça passe par l'écrit. Et les Polynésiens, encore à l'heure actuelle, ils passent plutôt par l'oralité. Il faut le support du récit. Il faut qu'on parle des héros navigateurs, de Tafai, de Coupé, de Rata, de Hiro le navigateur, pour faire comprendre justement des concepts. Parce qu'à la base de tout ça, c'est des concepts. Ces adaptations de légendes polynésiennes sont elles-mêmes tirées de retranscriptions écrites, faites notamment par les premiers religieux arrivés dans le Pacifique. Rosalie n'a pas encore osé poser par écrit les légendes orales transmises dans les familles. Je fais des adaptations uniquement pour l'instant, uniquement de ce qui a déjà été écrit. Donc peut-être que par la suite, j'en viendrai à retranscrire des légendes que je recueillerai oralement. Mais pour l'instant, non. Voilà. Chantal Spitz, dont les livres ont toujours eu un impact certain, était présente pour donner une conférence sur le roi Pomaré II. L'occasion pour elle de rappeler à quel point il est important de se saisir de son propre passé historique pour se le réapproprier. On commence juste à prendre conscience qu'il faut qu'on s'investisse nous-mêmes et que nous-mêmes on raconte notre histoire. On a eu tendance à se laisser impressionner par l'histoire officielle racontée par des gens qui sont diplômés. Voilà. On n'a encore pas peut-être tout à fait pris conscience qu'en fait l'histoire c'est nous qui la faisons et c'est nous qui la disons. Et c'est de notre devoir de la dire et de la faire. Donc il faut qu'on utilise tous les moyens qu'on a. Le livre, les pièces de théâtre, la danse, les contes. Il faut lésiner sous aucun moyen. Le souci c'est que justement la parole autochtone orale n'est pas prise en compte dans l'histoire officielle. Les auteurs locaux et les autres seront à nouveau au contact du public demain pour la dernière journée de ce 19e Salon du Livre. Et le salon fermera ses portes à 17h avant de se déplacer à Raiatea du 20 au 23 novembre à la mairie d'Uturoa. Un mot de culture, comme chaque année, l'association Haururu célèbre l'entrée dans la période de l'abondance. Cela commence par la cérémonie du Tuhitira. Elle symbolise l'éveil des dieux avec la remise en place des totems sur les marais de la Papineau, une tradition ancestrale perpétuée par l'association. Matar Inya, pour rappel, se caractérise également par l'alignement des Pléiades, un phénomène se produisant tous les 20 novembre. VTA Avemai, un membre, regrette justement que ce lien avec la nature n'existe plus de nos jours. Il répond à Jacques Damour. On ne sait plus écouter la nature, les oiseaux, l'écoulement de la rivière, beaucoup de choses. On voit aujourd'hui qu'on essaie d'abandonner un peu tout ce qui est intéressant dans la nature. Pour ça, aujourd'hui, quand tu vois tout ce monde arriver aujourd'hui, c'est pour rappeler encore la population, revenir dans la terre, dans la vallée et tout ce qui entoure cette vallée. La cérémonie de l'ouverture du Matar Inya aura lieu mercredi soir à l'embouchure de la rivière de la Papineau à Vaituoru. Je vous propose de respirer un petit peu d'air marin maintenant à la Pointe Vénus avec le baptême de 7 pirogues à voile totalement made in finnois. Elles ont été construites à Arouet par un groupe de jeunes passionnés. Leur idée, transmettre le savoir-faire autour de la navigation, une façon de s'inscrire dans une grande et longue tradition. Stéphane Latino et Jacques Damour. Ce n'est pas seulement un cri, il y a tout le souffle de la vie.
celui que l'on transmet et celui qui se donne en forme d'héritage. Ces 7 pirogues en sont le témoignage et leur mouvement sur l'eau nous murmure l'éternel retour de la tradition. Voile au vent et 12 couleurs de la robe, l'élégance s'offre aux yeux des piétons sur le sable. Alors, les pirogues sont belles, elles sont faites avec de bons matériaux, mais elles sont aussi dans le respect des traditions, c'est-à-dire sans instruments et avec les outils modernes, donc magnifique. Ouais. Ce qui veut dire que c'est le début d'une reconquête ? C'est le début d'une belle aventure parce que du coup il va déployer avec tous ses la navigation traditionnelle dans les îles et dans les archipels et ça c'est une belle fierté pour nous, une belle réussite. Pareil à une couronne, des mains se sont données pour que l'énergie des êtres accompagne toujours le voyage de ces bateaux. Une manière aussi de convoquer les dieux et ils sont nombreux à avoir leur quote-part, à donner leur part sacrée. Humainement on l'appelle la destinée. Je vais appeler le dieu de la forêt et le dieu de l'océan. Ce sont les 2 divinités en fait, qui constituent les pirogues traditionnelles, le bois, les tresses, voilà. Les dieux de l'océan bien sûr parce que c'est l'élément qui accueille les pirogues. Bref, des ondes positives à regarder la mer, ce regard polynésien qui fit aussi ce peuple navigant, cela voûte céleste. Parce que naviguer à la voile, c'est l'expression de tous les sens à travers le vent, les courants, le ciel et les étoiles. Croyez-moi, ça le fait quoi. Je veux dire, pour avoir navigué la nuit, tu lèves la tête, tu vois les étoiles. Il y a des nuages de temps en temps, mais tu vois les étoiles, donc on peut se diriger. La preuve, ils ont fait ça comme ça, donc c'est possible. On a le secours, le GPS, mais c'est tellement fort de pouvoir vivre des sensations qui ont disparu que c'est indescriptible. Il faut venir faire. 7 pirogues à la mer, point d'ancrage de la volonté d'enfants du pays. Ils ont décidé de reconquérir leur être sensible à travers leur jeu de matériaux. Un savoir-faire communautaire dont le mouvement appelle seulement une réalité, le partage. Je vis de ça tous les jours, je le vis. Maintenant, j'ai appris à regarder les étoiles tous les soirs, j'ai appris à partager tout mon savoir-faire et ça me fait plaisir de le transmettre. Elles sont belles en plus, hein ? Ouais, elles sont belles. Elles sont racées, elles ont de la ligne. Hein ? Ouais, on a fait exprès de choisir ces couleurs-là, qui sont couleurs bois, même si on fait du composite. Mais au moins la couleur bois, ça rappelle les pirogues traditionnelles de l'époque. Donc elles sont belles et on a hâte de faire naviguer les gens. Les pirogues à voile sont le fruit d'une passion de jeunes, l'idée que la lumière des anciens a toujours un phare pour éclairer un présent fait de mémoire en Polynésie. 5 pirogues vogueront prochainement vers les îles sous le vent et 3 autres sont d'ores et déjà en construction. On les appelle les marraines et elles portent bien leur nom. Depuis 20 ans, un groupe de créatrices organise 2 ventes annuelles de leurs produits artisanaux au profit des foyers de jeunes filles en grande difficulté. Vêtements, bijoux, savons ou encore chocolat. Parmi la trentaine d'exposants, on retrouve des commerçants qui reverseront au moins 20% de leur chiffre d'affaires à l'association. Les fonds récoltés permettront d'améliorer le fonctionnement des structures d'accueil, nous précise Yves Lemonnier, vice-président de l'association Les Marraines, au micro d'Alain Petit. Cet argent récolté va servir pour aider les foyers, notamment le foyer maternel de Maniniaoura à Maïna, qui héberge 8 jeunes femmes, très jeunes femmes même parfois, avec des bébés, ou éventuellement avant l'accouchement. Et cet argent sert pour acheter des vêtements, des couches et payer des cours pour les jeunes mamans en attendant qu'elles puissent retourner à une vie, je dirais, plus normale. Qu'elles soient plus autonomes. L'autre foyer, ce sont des jeunes filles qui ont été placées le plus souvent par les services sociaux. Et le but est pareil, les aider à se réinsérer dans la vie sociale sans problème. L'exposition continue demain jusqu'à 12h30 à l'Intercontinental Tahiti. En plus de cette action, l'association bénéficiera du soutien des 30 candidates à l'élection de Miss France. Un gala de charité en leur présence se tiendra mardi 19 novembre. L'actualité dans le Pacifique. Nous vous parlions hier soir d'un grave accident de la route en Nouvelle-Calédonie. Il impliquait une voiture et un minibus. Les 4 occupants du premier véhicule n'ont pas survécu. Le conducteur en fuite, roulé à vive allure, à contresens et sans lumière, a donc percuté le minicar. Le chauffeur est lui aussi mort sur le coup. Laurence Pourteau, Nicolas Fasquelle. C'est tout ce qu'il reste de l'Apollo où 4 personnes ont péri. Son état témoigne de la violence du choc avec le fourgon qui arrivait en face. À bord de ces derniers, un père de famille a été tué, sa femme et leur petit garçon de 4 ans gravement blessés.
Ce samedi, 1h du matin, la police municipale de Doumbéa effectue un contrôle routier lorsque surgit cette polo avec 4 personnes à bord. Plaque d'immatriculation non conforme, feu éteint, les policiers ordonnent au conducteur de s'arrêter. Il refuse et poursuit sa route jusqu'au niveau de l'échangeur nord de Païta. Il emprunte ensuite la voie opposée de cet échangeur à environ 180 km/h et vient percuter le fourgon transportant 6 personnes qui venaient en sens inverse. Les 4 passagers de la polo, qui pourraient être originaires de Poya, décèdent sur le coup, de même que le père de famille dans le fourgon. Son épouse et un de leurs enfants, âgés de 4 ans, sont sérieusement blessés, leur pronostic vital engagé. On ignore encore si les 4 personnes mises en cause avaient consommé de l'alcool ou des stupéfiants. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Nouméa et la section de recherche de Nouvelle-Calédonie qui mènent l'enquête. Ils lancent ce soir un appel à témoins pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit à Païta. Ce drame porte à 46 le nombre de tués depuis le début de l'année sur les routes calédoniennes où la mortalité routière est environ 2 fois supérieure à celle de la Polynésie. À Papara, cette fois, une nouvelle marche s'est tenue ce matin pour que le drame vécu par la population de Uapau ne se reproduise plus. Juané, âgé de 3 mois, est décédé le 6 octobre dernier d'une infection pulmonaire avant de n'avoir pu être évacué d'urgence sur Tahiti. Ce matin, une quarantaine d'habitants s'est mobilisée pour dénoncer par ailleurs toutes les formes de violence dans cette commune. Tour d'horizon à présent sur l'actualité sportive avec David Chang, mais avant à Jingle. Et l'information sportive du jour concerne bien évidemment cette victoire du Racing Besançon au Stade Pater. Tout à fait, Ayata, 4-1, un score sans appel. On rappelle qu'à la clé de cette rencontre, il y avait un billet pour les 32e de finale. Un match qui a démarré difficilement puisqu'aucun but n'a été marqué dans la première mi-temps. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver Inacio Raveino tout de suite, qui est actuellement sur place avec son invité, Yorana Inacio. C'était un match frustrant pour l'AS Vénus. Oui David, donc 4-1, un score sans appel. Pourtant, Vénus avait une carte à jouer dans ce match parce qu'en première mi-temps, le Racing Besançon n'était pas à l'aise, mais c'est comme ça, c'est les lois du football, ça s'est joué à quelques détails. Nous allons parler d'ailleurs avec le gardien Tervé Tiamotuaitau. Tervé, tu as vu la première mi-temps où vous êtes quand même bien battu. Qu'est-ce qui a manqué en deuxième mi-temps? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour que ça donne ce score-là? Tout d'abord, en premier mi-temps, on avait bien joué, on avait bien respecté les règles que notre coach a dit. Mais après mi-temps, on n'a pas voulu marquer. Et peut-être qu'en premier mi-temps, on n'avait pas plus de réussite devant le but. Et pour la deuxième mi-temps, on a fait une erreur en entrant pour le commencement. Et ils ont marqué. Et ils ont eu plus de réussite en deuxième mi-temps pour marquer les occasions. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est une histoire de dès qu'ils ont une occasion, ils l'ont marqué, alors que pour vous, vous en avez eu quelques-unes quand même en première mi-temps et c'est pas, ils l'ont pas mise quoi. Oui, nous en premier mi-temps, on a eu des occasions, même en deuxième mi-temps. Mais voilà, notre capitaine ne voulait pas mettre dedans. Mais envers eux, ils ont eu plus de réussite en deuxième mi-temps et ils ont eu plus de jeu. Alors que nous, on commençait à tomber de rythme. La toile d'araignée, si c'est possible. Et c'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur, il y a des hauts, des bas. Là, tu ressors des vestiaires, qu'est-ce que Samuel Garcia vous a dit? Là, maintenant, on va se concentrer sur le championnat de Tahiti. Il faut qu'on va chercher cette gagne pour le championnat pour les prochains matchs. Et on attend pour la Ligue au mois de février. C'est notre prochain objectif. Mais là, il faut qu'on aille chercher cette victoire là-bas au Ligue. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, donc ce que l'on peut dire, David, par rapport à ce match, les réactions du gardien Tervé Tiamotuaitau, qui nous disait justement qu'il a manqué peu et que maintenant il fallait se concentrer sur le championnat et sur la Ligue qui arrive au mois de février. Leur souhaitant bon courage, nous laissons le football. Pour le taekwondo, la fédération polynésienne dispensait un stage d'initiation à la mission aujourd'hui. C'était 120 participants, les plus jeunes, comme on va le voir sur ces images. C'était seulement la 2e édition en 4 ans de ce stage Rumble.
Autrement dit, un stage de masse. Le but, faire s'affronter les combattants des clubs affiliés en dehors du cadre de la compétition. On y apprenait aussi des choses inédites. Je vous propose d'écouter Alfred Laikun Singh, secrétaire général de la Fédération tahitienne de taekwondo. On a besoin aussi de voir d'autres facettes du taekwondo. D'habitude, on voit le taekwondo dans les journaux, c'est plus le taekwondo sportif. Là, aujourd'hui, on fait le sportif et les autres facettes, c'est-à-dire les pumse, qui sont l'équivalent du kata. Ensuite, il y a des ateliers d'arbitrage. Les parents, ils ont besoin de comprendre les règles, même les athlètes. Donc là, il y a la gestuelle à travailler. Et ensuite, essayer de comprendre les règles d'arbitrage. Tandis que sur le terrain de Fataoua, les jeunes rugbyman de 10 et 12 ans se sont affrontés pour la Coupe de Polynésie. Et il y avait de belles phases finales à Yata avec plus d'une centaine de jeunes compétiteurs U10 et U12. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvait des clubs des îles dans ce dernier carré. Chez les U10, donc, Pir'e s'est imposé face à Huahine 35-15. Et chez les U12, Papé Été s'est incliné face à Punaouia 20-10. On écoute Jérôme Alfonsi, entraîneur du Huahine Rugby, au micro de Christian Dezo. Sur Huahine, les moyens qui ont été mis, c'est beaucoup de moyens humains sur les projets scolaires. Voilà, où on a pris en charge toutes les classes de CM1, CM2 et avec le collège. Donc il y a eu des événements avec 350 élèves qui ont pratiqué le rugby, chaque cycle de 8 séances dans les écoles et les classes de CM1, CM2. Et donc après, on a essayé de récupérer les gamins par rapport à l'école de rugby pour pouvoir les amener dans ces finales. Et dans un tout autre registre, Ayata, sachez que la Tahitienne Anaëlle Lopez a remporté la médaille d'or au IFBB Diamond Cup hier soir en Inde. Elle s'est imposée dans la catégorie reine en Open Bikini Fitness. Elle se classe devant une athlète qui vient du Kenya et une Anglaise. Cette victoire lui permet de décrocher par la même occasion sa carte Elite IFBB Pro. Et le comité olympique de Polynésie française a renouvelé les membres de son conseil d'administration aujourd'hui. C'est Louis Provost qui est le nouveau président de la Fédération polynésienne de tir et qui a été réélu pour les 4 prochaines années en tête du COPF. On rappelle qu'il est arrivé en tête du comité en 2017 pour terminer le mandat de Tauhiti Nena qui avait été démis de ses fonctions. Écoutez, il s'exprime sur les objectifs du comité olympique au micro de Ismaël Tahiata. Mettre un programme de développement de la performance dans le but, de retrouver le niveau de Tahiti en 2023, c'est-à-dire reprendre la 2e place dans un premier temps, et ensuite avoir l'organisation des Jeux en 2027 et les gagner ici, chez nous, en Polynésie française. Donc c'est un travail de longue haleine, et donc il faudra ces 8 années à venir. Et voilà pour le sport aujourd'hui à Yata. Demain, je reviendrai parler de natation, de course à pied ou encore de va'a. Merci David pour toutes ces informations. On vous retrouve demain. Une note de musique. Le célèbre groupe américain de reggae Soulja a débarqué à Tahiti hier soir. Comme le veut la tradition, ses membres ont été accueillis avec des couronnes de fleurs au son des pahou d'un groupe marquisien en concert unique. Ce soir, ils feront résonner leurs meilleurs tubes. Rasta Courage, True Love ou encore Open My Eyes en sont quelques-uns. Mais sont aussi prévues des nouveautés, nous dit Jacob Mphil, l'un des chanteurs-guitaristes au micro de Patrick Tingsing. On a des nouveaux trucs parce qu'on travaille sur un nouvel album. On a toujours des nouvelles choses qu'on essaye pendant les concerts pour se préparer à enregistrer. Alors il y aura des choses que les gens vont entendre pour la première fois à ce concert. Et le concert, c'est donc dans quelques minutes à Toata. Avant de refermer ce journal, le plus bel homme de Tahiti se nomme Te Hau Matikaua, 20 ans. Il a été élu cette nuit devant un public enflammé composé majoritairement de femmes. Cet éducateur de football originaire des Tuamotu succède ainsi à Tamahei Pahoeani. Mainatea Salmon et Tamatea Andy Colberry sont respectivement premier et deuxième challenger. C'est donc la fin de cette édition. L'information principale de ce soir concerne évidemment la victoire du Racing Besançon cet après-midi à Pater. 4-1, c'est le score final de ce match de la Coupe de France. Les Byzantins sont donc qualifiés pour les 32e de finale.
Merci de nous rester fidèles sur votre chaîne publique. Vous pourrez suivre un feuilleton sentimental Precious Pearl, puis un magazine de découverte de Wallis et Futuna, Malama Tangata, la légende des hommes torches. Vos premières informations sont à retrouver demain matin en radio dès 6h30 avec Heipuatewira et Tita Wadoum. On se quitte sur ces images de la cérémonie du Tuhitir-A. Elle précède celle du Matar-In prévue mercredi soir. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.